Bonsoir à tous. Nous sommes heureux une fois encore de nous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. La semaine dernière, nous avons entrepris de nous arrêter sur l'environnement dans lequel évolue la communauté éducative et nous avons essayé de comprendre pourquoi cet environnement influence le taux de réussite aux examens. Nous avons longuement parlé des élèves, nous avons longuement parlé du cadre familial. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les parents, sur les enseignants et sur l'environnement même dans lequel ils étudient. Merci de rester avec nous. On prend les mêmes et on recommence. C'est le même plateau, c'est le même panel. À côté de moi, j'ai monsieur Kona. C'est ce que vous avez dit? C'est Kona. Kona. Kona du CNZ. Kona, là, ça veut dire quoi? Ah ben, je ne sais pas. Je suis du littoral, mon feu père est du centre, mon bassin du centre, ma mère est du littoral. D'accord. Alors, vous avez dit psychologue de l'éducation. Oui. Psychologue de l'éducation. Ça veut dire qu'une approche un peu plus globale. Oui. C'est-à-dire qu'en ce moment, on doit aider les enfants à mieux préparer la rentrée, à mieux les accueillir. D'accord. Voilà. Vous êtes aussi conseiller d'orientation. Conseiller d'orientation. D'accord. C'est vous qui dites aux enfants, c'est mieux de faire telle filière ou telle autre. C'est à ça que ça consiste? L'orientation n'est pas une précision médicale. L'orientation est un accompagnement. Nous partons sur la base des filières que l'étudiant, que l'élève a choisi au préalable. Oui. Mais il peut arriver que l'étudiant ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Il y a les profils indécis. Et là, on leur donne des informations sur les métiers de l'avenir, sur les débouchés. Également, on peut recourir au test d'orientation qui permet à un enfant d'avoir son profil en fonction de différentes séries, en fonction de différentes filières, en fonction des métiers. Je m'arrête dessus, c'est important. Est-ce que vous n'avez pas un peu le point avec les parents? Parce qu'il y a des parents qui disent mon enfant va être médecin et il n'est pas forcément bien en des filières comme les sciences, les mathématiques et autres. Il doit peut-être aller en A. Est-ce que vous n'avez pas ce genre de problème avec les parents? Non, je pense que le ministère a défini un protocole qui consiste d'abord à recueillir les avis des élèves en relation avec les avis des parents. Et nous, du point de vue scientifique, on essaie de voir l'adéquation entre les avis des élèves, les avis des parents et le profil de l'élève. Tout est scientifique. Maintenant, il arrive qu'il y ait ce qu'on appelle les biais. C'est-à-dire que le parent peut biaiser le processus, l'environnement peut biaiser le processus. Le plus important, c'est de rendre la démarche assez objective. Si le parent souhaiterait que son enfant soit ingénieur, c'est un exemple. Peut-être le parent a les opportunités que l'enfant devienne ingénieur. Là, on essaie de motiver l'enfant pour que l'enfant comprenne cela. Mais l'orientation n'est pas une imposition, c'est un accompagnement. Donc, voilà l'environnement. Mais beaucoup plus quand même, on observe que les parents influencent le processus. Mais certains parents demandent aux enfants de choisir eux-mêmes. C'est bien qu'on observe que les parents influencent. C'est de ça que c'est de là que je voulais m'arrêter. Merci d'être là. À vos côtés, on a Tansé Ondoa Laurentine. Bonsoir Laurentine. Bonsoir Emile. Bonsoir les téléspectateurs. Alors, vous êtes enseignante? Oui. En sciences, en comptabilité. Voilà. Au CETIC de Ndoksamba Mabombe, plus précisément dans l'arrondissement de Konjok. Alors c'est Lunkam? Oui, c'est Lunkam. Ok. Dans le littoral. C'est Lunkam. D'abord. Quand on dit dans le littoral, on a l'impression que c'est ici, c'est d'abord Lunkam. Merci d'être là. Juste à côté de moi, Madame Etonde, bonsoir. Bonsoir Emile, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Travailleuse sociale, spécialiste de la santé mentale. Oui. Merci de toujours être là. Alors, mesdames, messieurs, les résultats du probatoire ont été publiés lundi. Et par rapport à l'année dernière, on connaît une baisse. Alors, je voudrais avoir en 2 minutes, 2 minutes vos avis là-dessus, monsieur Kona. Ok. C'est le réel niveau. Oui, des en fait, enfants, les résultats officiels, comme on l'a appelé cette année, ces résultats reflètent le niveau réel. Mais il faut dire que le niveau primaire pose un problème parce que la plupart des enfants ne veulent pas reprendre la classe de seconde.
Ils ont le BPC parce que, quelle est la réalité? Beaucoup ont le BPC, mais beaucoup n'ont pas l'entrée en seconde. Et certains reprennent aussi la seconde, mais ils ne veulent pas reprendre la seconde, ils préfèrent aller en première. Donc on se rend compte que beaucoup d'enfants qui sont en première ont le premier niveau de compétences. C'est pour ça qu'on appelle ça le niveau premier, un peu sur le tamis. On essaie de tamiser pour permettre à ceux qui ont le niveau de passer en classe supérieure. En classe supérieure. Donc s'il y a une baisse, ça veut dire que c'est un niveau réel, mais on doit quand même s'attendre à ce que les enfants travaillent mieux. Parce que n'oublions pas que les enfants ont fait beaucoup d'efforts. Dans le contexte que nous connaissons, les enfants ont fait beaucoup d'efforts. On est là pour les encourager, pour les motiver pour la rentrée qui est dans un mois, qui ne baisse pas les bras, qui continue à travailler. Ok. L'enseignante que j'ai sur le plateau, qu'est-ce que vous pensez des résultats? Vous pensez comme lui que c'est peut-être parce qu'on a un peu sauté la seconde, on a un peu pris la seconde à la légère? Pour ma part, non. C'est vraiment le niveau réel des élèves. Tu n'apprends pas, tu vas échouer. Ça, c'est clair. Si tu n'apprends pas, tu échoues. Donc, vraiment, ça reflète ce que les enfants font à l'école. Parce que dans certaines salles de classe, nous avons peut-être, je vais prendre au bas mot, disons même 20 élèves. Et sur les 20, peut-être 8 ont la moyenne supérieure ou égale à 10. Et à l'examen, c'est toujours la même chose. Donc, ça reflète vraiment le niveau des élèves en classe. Madame Etondi, à vous, je demande aussi, qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Je pense aussi que c'est le tamis, comme a dit M. Kona, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent s'arrêter en première, parce qu'en première, ils n'ont pas, le seul choix qu'ils ont, c'est d'avoir le probatoire. Il n'y a pas d'entrée en terminale. Voilà. Encore que certains partent dans des pays étrangers, chez des voisins, pour faire la terminale. Pour ne pas faire la première. Pour ne pas reprendre la première. Oui. Donc, si on adoucit un peu, moi, je crois que ça va aider beaucoup d'élèves. Ok. On est donc tous d'accord. Oui, je voulais quand même souligner que depuis la mise en place des réformes, la plupart des compétences en 2014, on se serait attendu que 5 ans plus tard, qu'on puisse supprimer le probatoire. Parce que d'après les réformes, le BPC, l'enfant devait faire le BPC en classe de seconde et le BPC devait continuer l'entrée en classe de terminale. Bon, on ne sait pas encore ce qui se passe pour que ce fameux probatoire-là puisse disparaître. Alors, M. Kona, nous avons tous fait le probatoire et voilà, nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes tous d'accord que le probatoire reste un tamis et moi je pense qu'il doit rester là parce que tu dois arriver en première quand tu as quand même des acquis. En terminale, je veux dire quand tu as des acquis. Il le faut. Nous sommes tous passés par là et je pense que même aujourd'hui, dans nos sociétés, même les gens les plus grands, leur niveau, on le voit. On le voit quand tu es en terminale, tu es un monsieur. Parce qu'on suppose que le calé qu'il y a souvent en première là. Alors, Laurentine, toi qui es enseignante, toi qui travailles dans le CAM, quelles sont tes conditions générales de travail? Toi qui es une enseignante. Alors, je demande comment ton accès, comment tu vas au travail, est-ce que les conditions sont réunies? Bon, merci beaucoup. Sincèrement, les conditions ne sont pas réunies. Pour me rendre, pour quitter de Douala pour un Konjok, c'est d'abord très très difficile parce que je quitte de Douala, je pars à Bafang, je quitte de Bafang pour maintenant revenir dans le littoral, entrer dans le camp. Il n'y a pas d'eau. Le mauvais état de la route. Alors, ce contournement là, si tu permets, c'est à cause de la route? Oui, c'est à cause de la route, parce que la route Yabassi, Konjok, elle est impraticable aussi. Oui. Certes, on a eu à racler, mais en saison pluvieuse, et la route aussi très très longue. La distance est longue. Donc, les citadins préfèrent passer par Bafang, comme la route elle est goudronnée. Maintenant, de Bafang, on part en Konjok. Et Konjok, c'est un vrai calvaire. Un vrai calvaire. Si tu empruntes la moto, tu as les chances de faire 6 heures de route
Parfois, si la moto tombe en panne, tu dors en route. Si tu empruntes la voiture peut faire 2 jours en route, voire même 1 semaine. Du moins, ça dépend. Ça dépend de l'état de la voiture, ça dépend de l'état de la route. Actuellement, elle est vraiment impraticable. Je ne sais pas si vous avez fait un reportage dessus, mais c'est vraiment... C'est la saison des pluies. C'est la saison pluvieuse, même en saison sèche. Hein. C'est pas seulement en saison pluvieuse, même en saison sèche. Là, tu peux faire 2 jours de route en voiture. Oui. Par contre, si tu as la moto, tu peux faire 4 heures de route, 3 heures de route, ça dépend. Et je suppose que le prix va avec. Tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi vous ne vivez pas en Kondiok? Il n'y a pas de... Je ne vis pas en Kondiok parce que je travaille dans un village riverain de Kondiok. Et en Kondiok, il y a de la lumière. Par contre, là où moi je suis, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de lumière. Et les conditions sont vraiment... les meilleures, je comprends. Très, très mauvaises. Très, très mauvaises. Et même pour aller à l'école, on y va à pied. On ne prend, c'est pas la moto ou le taxi que tu vas prendre. C'est une longue distance? Oui, je suis à 5, voire maximum 1 kilomètre de l'établissement. Oui. Parce que l'établissement est reculé de la ville. Okay. Donc nous sommes obligés de rester en ville et venir à l'établissement à pied. À pied, aller-retour. Aller-retour, chaque jour. Hein. Okay. Madame Etonde, vous voyez comment l'enseignante va à l'école. Vous voyez l'environnement dans lequel elle se rend d'abord à l'école. Est-ce que vous pensez qu'un enseignant qui a inspiré comme ça, il est encore lucide en classe? C'est vrai que vous qui êtes spécialiste de la santé mentale, dites-nous aussi. C'est vrai que c'est vraiment compliqué de travailler dans ces conditions, mais il faut être préparé mentalement pour y aller. Quand on accepte d'aller quelque part, il faut y aller. Moi, j'apprécie particulièrement le Cameroun parce que il y a des écoles partout, même dans les villages. Il faut bien qu'il y ait des gens qui vont enseigner dans ces villages. Bien sûr. Oui, donc c'est pour ça que je voulais l'apprécier, qu'elle accepte, parce que certaines personnes n'y vont pas. Certains même sont affectés dans le littoral, en plein centre-ville. Ils préfèrent aller travailler dans le privé. Ils ne viennent pas tout le temps à l'école. Je parle parce que je suis dans la santé et l'éducation. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de faire quelque chose quand même, parce que nous qui avons pour travail d'aller aider les autres, si mentalement on n'est pas bien, si au fond de nous on n'est pas bien, parfois c'est difficile. Quelqu'un peut être découragé en pensant qu'elle doit passer par Bafang, après arriver en Kondiok, après faire 1 kilomètre et ainsi de suite, ça peut la décourager. Mais je crois qu'il faut être armé pour y aller, sachant qu'on va faire du bien aux autres. Ça, c'est très important, parce que les enfants qui sont dans ces établissements, quand on pense à eux, on pense à ce qu'ils peuvent devenir. Beaucoup de gens sont restés dans leur village. Après, ils sont partis du village, ils sont des hautes personnalités. Donc, on ne sait pas ce que ces enfants vont devenir. Quand on pense à eux, on fait ce sacrifice. Et puis, si on a accepté la situation, elle est moins difficile. Parce que si on vous demande d'aller là-bas, vous allez trouver tous les inconvénients parce que vous êtes dans le confort ici. Mais elle qui sait qu'elle travaille là-bas, ce n'est pas pareil. La rentrée, c'est bientôt, elle va commencer à se préparer mentalement et puis elle va y arriver et elle va obtenir des résultats. Surtout, c'est une réelle vocation. Si on n'a pas fait le choix de ce métier, on aura du mal à accepter ces conditions. Il y a beaucoup d'enseignants qu'on affecte là-bas, ils ne vont pas. Ils ne vont pas, oui. Certains même, ils se plaignent de ce qui se passe dans leur village. Alors, ils sortent de l'école, on les affecte dans leur village. Ils trouvent que c'est trop loin. Eux-mêmes demandent l'affectation en ville. Ça, c'est des choses que j'ai vues régulièrement. Et puis, j'ai souvent parlé de ça. Si nous refusons d'aller enseigner dans nos villages, qui va y aller? Qui va y aller? Tout à fait. Donc, pour dire que le travail qu'on fait, on doit vraiment l'aimer. Si on n'aime pas son travail,
c'est sûr qu'on va faire comme beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui deviennent enseignants, qui partent dans les écoles parce qu'ils veulent avoir tout simplement le matricule. Et une fois qu'ils l'ont, ok, c'est bon, je sais que j'ai mon salaire à la fin du mois, je n'ai pas de problème. Il reste quand même constant que ce genre de tracas n'est pas de nature à encourager, n'est pas de nature à mettre l'enseignant dans des conditions mentales optimales pour dispenser de... Tout à fait, tout à fait. Parce que parfois, on peut y aller en se disant que bon, c'est un choix. Tout choix est un sacrifice. Et quand on en fait un, on l'assume. Maintenant, toutes les tracasseries, tous les déboires qu'on rencontre en cours de chemin, à l'arrivée, ça peut affecter notre mental. C'est-à-dire, même si on a les bonnes intentions, mais les problèmes, les difficultés qu'on rencontre, parce qu'il y a des jours où le moral est haut, et les jours où c'est bas. Donc, on peut, à un moment donné, on peut se dire que ok, j'en ai marre, et on a envie d'abandonner. Mais, comme je suis là pour encourager, en même temps, je fais appel à l'État pour que si on peut améliorer les conditions, vraiment, ce sera bien. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, à Djebale, oui, ou bien à Manoka. Ils prennent la pirogue. Bon, s'ils sont comme moi j'ai peur de l'eau. Je suis aussi... Ils vont prendre la route. Ils vont prendre la route. Il n'y a pas la route. Il n'y a pas... Pour aller à Manoka, il n'y a pas la route. Je pensais plutôt à... Même à Djebale. Moi, je suis petite fille de Djebale. Oui. Je vous assure. Il faut absolument passer par l'eau. Par l'eau. C'est le seul moyen. En même temps, on est dans le littoral. L'eau, c'est... oui. Alors, monsieur Kona, il y a des parents qui disent que l'échec, qui rejettent l'échec, enfin, la baisse des résultats cette année sur les parents, et sur les enseignants et sur les enseignants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, il y a des enseignants de qualité? Sans jugement, hein, bien sûr, en toute objectivité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les enseignants et les enseignements peuvent être la cause de cette baisse-là? Ok, merci. Ta question, je trouve qu'on appelle les attributions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut expliquer la réussite ou l'échec? Scientifiquement, on dit que quand les enfants travaillent bien, quand les élèves ont bien travaillé, parce qu'ils ont bien travaillé. Quand les enfants ont mal travaillé, c'est le système. Donc il y a les attributions internes, les attributions externes, on appelle ça, c'est la théorie de Weiner. Donc ça c'est la perception que les parents ont. Du coup, quand les enfants travaillent même bien, on observe très peu de parents qui encouragent des enseignants. Donc on verra rarement dans un système où les parents viennent dire parce que mon enfant a eu des bons enseignants. Parce que dans un système, on est dans la communauté, nous avons des parents, nous avons l'école, nous avons l'élève. Est-ce que vous êtes après dire que le mérite, quand l'enfant travaille bien, ils remettent le mérite sur leurs enfants? Toujours. Pas sur l'enseignant qui a dispensé dans la majorité, c'est d'abord ça. Maintenant, l'orientation, je veux dire, l'orientation est dans dit quoi? Dans la loi d'orientation, quoi, l'article 8, qui dit que l'enseignant est le garant de la qualité. C'est-à-dire que l'État a accepté ça. Dans la loi d'orientation de 14 avril 1948, l'enseignant a le garant de la qualité. Deuxième chose, sur le plan au niveau international, l'UNESCO dit qu'il faut promouvoir une éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation axée sur le genre, partout dans la vie. Donc ça veut dire que l'enseignant, déjà, du point de vue normatif, doit promouvoir la qualité. Maintenant, la qualité doit commencer avec la formation. Comme ma soeur, elle est bien formée, la formation initiale et la formation continue. Mais l'UNESCO reconnaît de plus en plus qu'il y a une crise mondiale de l'apprentissage, une crise mondiale de l'enseignant. Non seulement la crise du point de vue quantitatif, du point de vue qualitatif. Maintenant, on est dans un cadre, dans un contexte global de crise généralisée dans en Afrique, au Cameroun. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux enseignants d'être résilients, comme Laurentine l'est. Donc, parce que quand l'enseignant se plaint énormément, un enseignant qui se plaint, ce n'est pas bien pour sa santé mentale, ce n'est pas bien pour son équilibre. Ça ne veut pas dire que les conditions de vie sont bonnes. Mais il n'est pas de bon ton psychologiquement que l'enseignant se plaint. Ce n'est pas bien pour son équilibre. Oui, pour l'équilibre psychologique. Permettez-moi. Oui. Ce n'est pas bien pour son équilibre et donc pour la qualité de l'enseignement qu'il va dispenser. Oui. Mais l'État... C'est ça ou pas? Non. Et bien sûr, on sait que un enseignant démotivé
la démotivation affecte la qualité de l'apprentissage, la qualité de l'enseignement, on le sait. Oui. Mais nous encourageons les enseignants d'abord, c'est sur le plan psychologique, à bien se sentir, c'est-à-dire à aimer son travail. La motivation personnelle, parce qu'il y a la motivation intrinsèque, il y a la motivation extrinsèque. Parce que les conditions de vie de l'enseignant ne dépendent pas de l'enseignant lui-même. On est d'accord, non? C'est-à-dire que les conditions de vie, c'est-à-dire l'élaboration des salaires, un certain nombre de temps, ne dépendent pas de l'enseignant. C'est pour ça que tout enseignant qui a compris, qui doit mettre l'accent sur sa motivation personnelle. C'est cette motivation-là qui est au niveau du contrôle de l'enseignant. Mais la motivation extrinsèque, l'enseignant ne maîtrise pas du tout. Et quand on s'engage à enseigner, à aller à l'école, à se former, on doit savoir que ce qui est important, c'est mon comportement, c'est ma motivation. Ici, si Laurentine l'a compris, c'est pour ça qu'elle est heureuse, elle est épanouie, elle va au travail en conjoint, même si c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'elle ne ressent pas, on appelle en fait, je veux dire que même si c'est compliqué, même sur le plan matériel, on sait que sur le plan matériel, sur le plan économique, il y a toutes les choses à faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de bien faire son travail. Je vais heureusement en disant tout simplement quoi? Que l'enseignant doit être quelqu'un qui est très motivé. Il est bien qu'on demande trop aux enseignants. Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, l'enseignant doit être quelqu'un de hautement motivé. Il faut aller à l'école chaque matin, comme nous le faisons, étant joyeux. Parce que le bonheur ne dépend pas de l'autre. Mon bonheur, c'est moi qui le cultive chaque matin. Monsieur Kona. Oui. Je vais vous arrêter. Oui. Tu vas arrêter. Vous avez tendance à conclure l'émission qui commence. Ah, ok. Alors, Laurentine, toi qui es enseignante, toi qui es résiliente, surtout toi qui aimes ton métier, alors est-ce que tu penses aujourd'hui que beaucoup d'enseignants sont dans ta logique? Sans jugement de valeur, hein. Je veux juste... dans l'environnement dans lequel tu travailles, dans ce que tu observes. Je pense qu'aujourd'hui encore les enseignants, malgré les conditions qui sont difficiles, malgré l'environnement qui est un peu hostile souvent, ils continuent à aimer ce métier-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que notre directeur dit souvent, on ne devient pas enseignant, on est enseignant. On a ça dans l'âme. On a ça dans l'âme, on a ça dans le sang. Donc, on ne peut pas, je le remarque toujours avec mes collègues qui sont toujours là aux assemblées générales, aux réunions, aux conseils de classe. Les collègues sont toujours là. Malgré le mauvais état de la route, ils sont toujours là. Nous faisons vraiment les efforts d'accompagner nos élèves. Et ça se lit aussi sur les résultats. Oui. Ça se lit aussi sur les résultats parce que, à part mon département qui a eu un baisse de résultats cette année, tous les autres étaient à 70%, 90% parce que le travail est bien fait. Bien fait. Oui, okay. Tout à fait. Alors, madame, étonnez-vous qui côtoyez les enseignants et les élèves, quelles sont les principales difficultés que les enseignants rencontrent dans leur environnement de travail? Pour vous, à votre avis. Oui, je dis toujours ce que je vis. Les enseignants, à ce que je vois, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Je vois ceux qui sont en zone rurale, par exemple. Oui. L'accès à leur lieu de service est compliqué, comme c'est le cas de Laurentine. Dans un village pas loin d'ici, on avait, avec des partenaires, j'avais offert un centre multimédia avec des ordinateurs et tout ça, pour leur donner le cadre dans lequel les autres vivent ici à Douala. Oui. Et il y avait un enseignant, il fallait trouver un enseignant en informatique. Et le monsieur trouvait que c'est trop loin, ça lui coûte cher et ainsi de suite. J'avais donc proposé que, comme c'était un CES, qu'il ait une journée par semaine dans laquelle il ne fait que des cours d'informatique dans toutes les classes. Comme ça lui revenait moins cher. Ouais. Ça empêchait qu'il reparte tout le temps. Tout le temps. Et plusieurs fois. Et plusieurs fois, voilà. Donc, on essaye d'adapter des solutions aux problèmes que les enseignants rencontrent. Il y a aussi le problème des enseignants qui sont nouvellement recrutés par l'État. Ils n'ont pas de salaire. Pas encore. Oui, pendant longtemps, ils restent sans salaire. Donc, ceux qui sont dans les grandes villes peuvent aller faire des vacations ailleurs. Il y en a qui font des cours de répétition et tout ça. Certains sont soutenus par leur famille. Mais tout le monde n'a pas
les mêmes moyens. Donc quelqu'un qui est affecté par exemple en Gaoundéré, il n'a pas de famille là-bas, il n'a rien, il doit payer la maison, l'eau, l'électricité et autres. C'est un peu compliqué pour lui, c'est-à-dire il va partir, mais les conditions dans lesquelles il va vivre, cette fragilité-là même, les élèves risquent de le reconnaître, parce que lui-même, il peut aller craquer devant les élèves. Ça va impacter sa performance à l'école. Voilà, peut-être parce qu'il n'a pas mangé et autres. On a les enfants turbulents. Ah, ça c'est extrêmement difficile. On les appelle les boys. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enfants à l'école. Il y a des enfants des riches, comme certains élèves disent. Leurs parents ont de l'argent, ils sont dans les nuages, ils ne voient pas la nécessité d'aller au travail, mais ils aiment quand même dans l'environnement scolaire. Oui. Ils viennent jouer avec les autres, tout ça. Il y a des enfants qui sont très intelligents. Donc, eux, ils comprennent vite. On les appelle les noyeurs. Ils voient les autres. Il y a des enfants têtus. Il y a des enfants... Lents à la détente. Oui. Ils comprennent difficilement. Oui. Oui, les enseignants ont du mal à les mettre au même niveau que les autres. Voilà. Ça aussi, je pense que c'est un véritable problème. Oui. Et bon, il y a aussi des enseignants qui eux-mêmes, peut-être qu'ils n'aiment pas trop le travail, ou bien comme eux, ils cherchent le matricule, eux-mêmes cherchent des problèmes parce que j'étais partie dans une délégation ici, il y a quelques années, j'avais organisé la conférence sur la santé mentale. Et j'avais invité toutes les classes. Donc il y a une dame qui était dans une délégation qui m'avait dit qu'elle avait des problèmes parce que tout le monde est venu au bureau. C'est-à-dire les enseignants qu'elle a parmi ses collaborateurs n'ont rien à faire là. Donc ils ne partent pas dans les lycées, il y a un manque dans les lycées, ils ne partent pas là-bas. Mais ils partent faire les vacations ailleurs et puis ils viennent perdre 1 heure, 2 heures au bureau. Ils n'ont rien à faire. Oui. Donc, il y a ce problème-là. Et ça frustre donc les autres qui ont du travail. Parce que chez les fonctionnaires, ce que j'ai observé, ça m'engage, c'est qu'il y en a qui sont relax, ils n'ont pas de problème. Et il y en a qui meurent du travail. Oui. Pas que, pas que chez les fonctionnaires, ça se passe partout. Ben voilà. Il y en a qui sont occupés en longueur de journée, il y en a qui oui, il y en a qui... bon, et puis ils ne sont pas inquiétés. Donc, ceux qui font ce genre de choses, ils frustrent les enseignants qui travaillent. Donc, tu vois que c'est leurs collègues même qui sont responsables dans des établissements. Tu vois souvent comment ils se tuent à vouloir amener et les élèves et les enseignants. Donc, eux, ils sont dans un environnement qui ne leur est pas toujours favorable. Et parfois, ça ne leur est pas favorable parce qu'eux-mêmes créent des problèmes. Et il y a la familiarité avec les élèves. Oui. De plus en plus aujourd'hui, quand nous on était enfants, quand tu voyais ton professeur, tu fuyais. Oui. Mais c'est aujourd'hui, c'est nos enfants même qui appellent le professeur. Oui. Ils leur envoient les Orange Money, ils leur donnent la bière et tout. Moi, j'étais au lycée de Nubel. J'étais aussi dans un établissement public. Et c'est mon oncle, privé, c'est mon oncle qui était à l'établissement. À l'époque, il était censeur. Rien qu'à le voir, même au lycée de Nubel, on avait Madame Bellé, quand elle sortait de son bureau, chacun cherchait son chemin. Et on ne disait pas à quelqu'un d'entrer dans la salle de classe. Aujourd'hui, on a les boys. Ils veulent montrer aux autres qu'ils n'ont même pas peur du proviseur. Quand le proviseur sort, ils veulent que ses camarades voient qu'ils n'ont peur de personne. Et les enseignants, on les voit, ils sont trop familiers. Certains même, ils partent dans des familles, surtout quand les familles sont aisées, ils partent encore se ridiculiser là-bas. Et puis, on voit comment ça se passe souvent en classe. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas un peu la faute des parents? On va revenir dessus. La faute des parents qui montrent à leurs enfants à la maison que vous êtes des rois. Oui, ils sont des rois. Parce que vous ne manquez de rien. Voilà. Le petit enseignant, parce que c'est comme ça qu'on les qualifie. Quand ils veulent justement parler de l'enseignant, ils utilisent des termes réducteurs. Voilà. Oui. Donc, quand l'enfant arrive à la maison, il sait que l'enseignant était chez ses parents, qui lui a donné l'argent, qui lui a donné ci, lui a donné ça. Cet enfant devient l'enfant roi. On peut punir les autres enfants, lui on ne punit pas parce qu'on a des affinités avec les parents. Oui. Donc maintenant, il y a aussi en classe, je ne sais pas si on va revenir dessus, mais c'est quelque chose que je voulais souligner. Beaucoup d'enfants n'écrivent pas.
Tout à fait. On a nos enfants qui n'écrivent pas. Même pas. Pourquoi? Mais parce que le niveau, il est faible. Oui. Le niveau, il est faible. Un enfant qui quitte de l'école primaire, il ne sait même pas écrire son nom. Il va écrire quoi? On écrit même au tableau. Parce que on a adopté un système, comme nous sommes en zone rurale, on a adopté un système avec l'ancien directeur. Nous écrivons au tableau de la première année en 3e année. Nous écrivons au tableau. C'est à partir de la 4e année qu'on leur dit le bébé système est fini. Il faut maintenant écrire. On dicte le cours maintenant. On dicte le cours maintenant. Vous devez écrire. Mais sincèrement, c'est pas le français que je connais là qu'on écrit. Hein. On écrit plutôt le son. Encore heureux qu'ils écrivent le son. Parce qu'il y en a qui l'écrivent. Et il y a même, justement, j'en viens. Il y a ceux qui n'écrivent même pas. Tu penses qu'il est en train d'écrire, mais tu te retournes comme ça, puisque nous devons passer entre les tables bancs pour regarder ce que les élèves font dans leur cahier. Mais ils n'écrivent pas. Même les devoirs, ils ne les font pas. Parce que le niveau qu'il est venu avec à l'école primaire, il est très bas. Alors, ça, c'est en zone rurale, je peux comprendre. En zone urbaine, c'est pareil? Moi, je vais parler de la zone urbaine. Parce que le même phénomène se reproduit ici. Ah, d'accord. Il y a des enfants qui sont dans certains établissements. On ne sait pas comment ils font. Ils partent d'une classe à l'autre. Ils n'ont pas la moyenne. Les parents ne savent même pas qu'il n'a pas passé. Ils se débrouillent avec les enseignants. On les met dans une autre classe. Comment ça se passe? On ne sait pas. Ils n'écrivent pas. L'enfant qui n'a pas le niveau, l'enfant qui... Il y a à un moment donné, on ne peut plus tricher. Hein. Absolument. Quand il arrive en 3e, en 4e année. En 4e année, il faut bien qu'il reproduise quelque chose. Si on lui donne les cours de mathématiques, pour écrire, il faut qu'il sache ce qu'il est en train d'écrire. Tout à fait. Or, il n'écrit pas. Donc, après, on va voir que le même enfant est passé de la 3e en seconde et ainsi de suite. Laurentine parlait tout à l'heure des classes, de ce qu'ils font dans les salles de classe. Nous, à l'époque, les enseignants restaient même derrière la salle de classe. Donc, quand ils sont derrière, ils voient tout ce qui se passe devant. Devant, oui. Est-ce que tous les enseignants font ça? Parce que quand un enfant, on est derrière la salle de classe, si un enfant n'écrit pas, on sait qu'il n'est pas en train d'écrire. Tout à fait. S'il est en train de bavarder avec son camarade, on sait qu'il est en train de bavarder. Donc, est-ce que les enseignants font encore ça aujourd'hui? Parfois, ils se plaignent, il y a beaucoup d'élèves dans la classe, dont nous, on pense ceux qui sont devant, dans les autres, on s'en fout. Donc, il y a du boulot à faire. On ne gère pas le Shabbat, on gère ceux qui sont devant et qui donnent l'impression qu'ils veulent écouter aussi. Voilà. Et c'est ça aussi le problème, parce que si on reste seulement devant, s'occuper de ceux qui sont devant, on aura les problèmes avec ceux qui sont derrière. Parce que parfois, la masse entraîne le petit groupe qui peut étudier. Donc, on est toujours obligé d'aller au fond de la classe et d'avancer aussi, parce que quand vous êtes aussi au fond de la classe, vous ne voyez pas tout le monde. Hein? Tout à fait. Donc, et d'avancer. Et justement, d'avancer, d'aller entre les tables bancs et regarder, est-ce qu'il est en train d'écrire? Est-ce qu'il écrit vraiment? Parce qu'il y a d'autres qui n'écrivent pas. Hein? Et il a son stylo, là, il est en train de dessiner. Beaucoup d'enfants ne vont pas apprécier ce qu'on est en train de dire. On n'a pas le choix. Monsieur Kona, alors, je vais vous demander, hein, les enseignants sont aussi des parents. Nous tous, enfin, vous deux, vous êtes enseignants, vous êtes aussi des parents. Et quand on connaît la difficulté qu'il y a, on survit un peu tous, de plus ou moins, est-ce que vous pensez qu'un enseignant qui n'a pas à manger chez lui, dont l'enfant n'a pas l'argent de baigner, va efficacement enseigner l'enfant de celui qui a mangé? Enfin, vous comprenez? Est-ce que c'est possible que l'enseignant parent soit efficace alors que chez lui, en sortant le matin, il n'a pas laissé l'argent de ration et il doit aller enseigner les enfants? Pensez qu'il sera à son meilleur niveau? Oui, ta problème concerne la motivation physiologique, qui est le niveau 1. Manger, boire, dormir. Les besoins de base. Et d'après les recherches, on dit que celui qui est axé sur les besoins inférieurs ne peut pas prétendre atteindre un autre niveau supérieur. C'est-à-dire que si on regarde Maslow, c'est l'échelle de Maslow, tu n'as pas mangé, tu n'as pas satisfait des besoins de base, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, des besoins d'estime de soi, tu ne peux pas aller à un autre niveau. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tantôt, on est dans la notion de la santé, bien-être et santé.
De plus en plus, on se rend compte que lorsque tu te morfonds, lorsque tu te plains, lorsque tu fais que revendiquer, il est bien vrai parce que les problèmes que nous rencontrons, les problèmes de l'école sont des problèmes qui sont globaux, sont des problèmes qui concernent tout le monde. L'État doit faire sa part. L'État doit mettre les bonnes conditions pour que l'enseignant dispense des bons enseignements. Parce qu'on doit avoir les bons enseignants, lorsque l'enseignant est bien payé. Ça, c'est clair. On a vu en début d'année le mouvement OTS, on a vu les répercussions que ces mouvements ont eu dans les apprentissages, dans l'enseignement et dans la qualité. Nous le savons. Monsieur Collin, je repose ma question. Je veux juste simplement demander, l'enseignant, le parent enseignant que vous êtes, quand vous avez des problèmes qui croulent, vous croulez sous des problèmes, ce n'est pas forcément manger et boire, je ne sais pas dormir, c'est aussi dormir si on ne peut pas payer son loyer. Si en sortant le matin, on évite le bailleur, on calcule quand le bailleur n'est pas dehors pour sortir, sachant qu'on va retrouver le bailleur devant sa porte. Quand on a un enfant qui est malade, qu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital. Mais il faut qu'on ait un cours le matin, il faut qu'on aille le dispenser. Est-ce que vous pensez que l'enseignant qui va le faire est mentalement disposé à être efficace et est-ce que vous ne pensez pas que ça joue aussi sur le faible taux des examens qu'on rencontre? C'est la question que je vous pose. Si un enseignant, c'est d'abord un père de famille. Une enseignante est d'abord une mère de famille. Nous savons que statistiquement, en zone urbaine, le personnel enseignant femme, je pense que est supérieur au personnel enseignant homme. Du moins, c'est ce que je constate dans les lycées. Donc, quand une enseignante a un problème à la maison, et la loi demande de faire une demande d'autorisation. Et cette demande, tu ne peux pas laisser un problème à la maison, tu peux enseigner. C'est-à-dire qu'il faut d'abord résoudre le problème qui se trouve à la maison avant d'aller enseigner. Parce qu'il faut d'abord retrouver la motivation. Voilà la réponse qu'il faut apporter à ce niveau. C'est-à-dire que tu vois le proviseur, monsieur le proviseur, mon enfant est malade, l'autorisation d'absence, on t'accorde ça. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a un autre pan, la responsabilité parentale. Il est dit clairement que avant d'avoir, je l'ai dit la dernière fois, avant d'avoir un enfant, il faut avoir les moyens de s'en occuper, sur le plan économique. Parce que nous, le travail, on est là pour résoudre le problème. Je vais un peu revenir sur ce qui a été... Vous allez revenir plus tard. Hein? Oui. Vous allez revenir plus tard. Nous allons d'abord marquer une première pause, mesdames et messieurs. Nous avons demandé à nos compatriotes s'ils pensent que les enseignants travaillent dans un environnement propice à un enseignement de qualité. Nous les écoutons et nous revenons juste derrière. Je pense que les enseignants, autant pour moi, ne sont pas dans les bonnes conditions, surtout les enseignants du public. Parce qu'un enseignant qui ne peut pas venir à l'école parce qu'il n'a pas payé il n'a pas d'argent de transport, il ne peut pas payer un loyer, il ne peut pas nourrir sa famille, il ne peut pas venir enseigner les autres enfants dans de très bonnes conditions. Parce que dans son esprit, il est en train de chercher l'argent. Par contre, certains établissements autant pour moi, privés, mettent certains enseignants dans de très bonnes conditions et les résultats suivent. On voit les résultats de ces années, de cette dernière année. On voit le bac qui était à 27%. C'était à 27%, mais on a des établissements qui ont fait 100%. Et on se rend compte que les établissements qui ont fait 100%, ce sont des établissements privés. Par contre, les établissements publics qui devraient être des établissements de référence ont eu de très mauvais résultats. Parce que l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, il n'a pas un bon salaire, il n'a pas une belle vie. Par conséquent, il ne peut pas se donner à fond. Il va chercher les cours de répétition, il va chercher mieux ailleurs, il va travailler à faire toute autre chose. Donc je pense que les enseignants ne sont pas... En général, les enseignants ne sont pas dans de bonnes conditions. Si on peut les mettre dans les bonnes conditions, les résultats seront meilleurs. Nous le souhaitons, pour qu'ils essayent de faire le maximum d'efforts pour pouvoir accueillir les parents d'élèves et mettre les parents d'élèves dans les bonnes conditions. Les élèves dans les bonnes conditions. Si les parents aussi
payent bien la pension dans les collèges privés ou publics ou quoi que ce soit, pourvu que les enseignants prennent le temps à encadrer bien les élèves. Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas qu'ils sont dans de très bonnes conditions. Pas du tout. Quand vous regardez la vie qui devient de plus en plus chère, et quand tu as un peu la curiosité de savoir combien on les paye, tu te poses la question à savoir comment ces enseignants-là font pour payer même le transport pour arriver dans leurs établissements. Bon, les responsabilités sont partagées parce que chacun a sa part de responsabilité. Il y a le gouvernement et il y a les enseignants eux-mêmes. Je commence d'abord par le gouvernement. Si les enseignants disent que leur salaire est petit et minime, ils peuvent les revoir. Et eux aussi, à leur tour, il faut qu'ils dispensent des cours comme il le faut. Nous, ces enseignants, aujourd'hui, parfois ils grèvent. Ils ont été bien traités par le passé. Or, les parents, on dit toujours qu'ils étaient bien, mais je ne pense pas. Au fur et à mesure que le temps passe, la vie change. Il faut qu'ils soient d'abord responsables, qu'ils essayent de bien faire, de bien dispenser des cours aux enfants, que d'être au privé en même temps au public. Ils doivent choisir un côté. C'est ma contribution. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très très bien. Vous regardez Entre Copines qui est diffusé tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Aujourd'hui, nous essayons d'expliquer un peu le faible taux de réussite aux examens et on essaie de comprendre l'environnement dans lequel les acteurs travaillent. Alors, Madame Etondé, on va voir les parents. Rendons visite un peu à nos parents aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils jouent encore pleinement leur rôle, les parents aujourd'hui? Non, c'est important qu'on revienne là-dessus tout le temps. Hein. De toute façon, on a un peu parlé des parents aussi. Il faut que les parents comprennent qu'ils ont un rôle important à jouer dans la vie de leurs enfants. Nous, parents, nous devons arrêter de croire que si les enfants ont des problèmes, c'est à cause de l'État et des éducateurs. Chacun joue son rôle. On a remarqué, par exemple, les parents, quand les enfants partent en congé, les parents sont stressés. Ils devraient les avoir à la maison. Maintenant, quand l'école veut commencer, le stress des parents commence. Quand ils restent en congé, l'école va commencer quand et ainsi de suite. C'est-à-dire, chacun veut s'en débarrasser pour que l'autre fasse son travail. Donc, c'est vrai que la vie est dure. Mais les parents doivent comprendre que l'enfant, pour qu'il évolue bien, il a besoin de l'affection de ses parents. L'enfant a besoin de se sentir aimé. Ça fait que l'enfant soit sûr de lui. C'est ça que si vous remarquez par exemple les orphelins. Les orphelins ont, certains orphelins, hein, ils ne sont pas courageux. Ils ont du mal à affronter parce qu'un orphelin ne peut pas jouer avec son père ou adoptif ou sa mère adoptive comme un enfant va jouer avec son propre père. Or, nous faisons l'erreur de laisser les enfants avec soit la tante, soit la ménagère et tout ça. L'enfant n'a pas l'assurance que nous lui donnons. Parce que quand le parent dit à l'enfant que ça, tu es bien, tu es intelligent et ainsi de suite, ça lui donne des ailes. Oui, quand il va à l'école, il est content. Il est sûr, il a une certaine assurance qu'il... Il a une certaine assurance. C'est nous qui pouvons mieux motiver nos enfants. Beaucoup d'enfants sont faibles en maths. Mais nous, parents, nous avons la capacité de convaincre nos enfants que tu peux. Tu peux faire les maths, tu vas y arriver. Et ça le motive. Ça booste. Ça booste le moral de l'enfant. Or, quand les parents n'ont pas le temps, ils travaillent beaucoup, c'est vrai, ils doivent assurer l'éducation, la nutrition des enfants. Mais parfois, les parents travaillent aussi pour donner le superflu à leurs enfants. Est-ce que vous pensez qu'il est important par exemple, pour un parent, quand il peut, de déposer son enfant à l'école, par exemple, le matin, que son enfant qu'il soit la dernière personne que son enfant voit avant d'aller à l'école? Ça permet quand même de discuter un peu sur le chemin. Tout à fait. Tout à fait. Tous les parents devraient faire cet effort. Moi, je me rappelle que quand mon fils était plus petit, je ne travaillais pas. Parce qu'il fallait c'était mon point de vue, il fallait l'amener à un certain niveau. Alors, une dame me dit un jour qu'elle m'admire. Elle me dit, pour que je réussisse à amener mon enfant à l'école, je me bats. J'ai dû dire à la ménagère qu'elle ne vient plus tôt. Comme ça va permettre que
moi-même, je l'accompagne à l'école. Et les enfants, par exemple, ils veulent manger la nourriture de leur maman. Il y a des enfants qui ne savent pas que leur maman peut préparer. Alors, un enfant arrive à l'école, l'autre dit que ma mère a préparé tel plat de nourriture. Et l'enfant s'étonne que donc les mamans préparent. On s'occupe de l'enfant. Dans le quartier, il y a une dame qui avait dit à une autre un jour, je croyais que tu étais la bonne de cet enfant. Pourquoi? Parce que moi, ma mère ne s'occupait pas de moi, c'est la bonne qui s'occupait de moi. Donc moi, je savais que c'est les ménagères qui s'occupent des enfants. Oui. Donc tout ça, ça fait que les enfants, en grandissant, ils manquent d'assurance. Ça ne crée même pas de lien avec nos enfants. Et puis, on ne les connaît pas. Maintenant, quand on convoque le parent à l'école, il va lui parler de qui? De l'enfant qu'il ne connaît pas. On va y revenir sur ces enfants que les parents ne connaissent pas. Oui. Alors, Laurentine, en tant qu'enseignante, est-ce que tu as l'impression que les parents suivent réellement l'évolution de leurs enfants? C'est-à-dire qu'il peut rentrer le soir, son parent prend le cahier, il essaie de lire. Bon, c'est vrai qu'on ne peut donner que ce qu'on a, hein, parce qu'un parent peut ne pas dire, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que les parents suivent les enfants? Non, pas du tout. Les parents ne suivent pas les enfants. On le remarque dans nos établissements parce que quand un parent ne constate même pas que son enfant n'a même pas écrit aujourd'hui, là ça devient un problème. Et quand on convoque les parents, ils envoient soit le grand frère ou l'oncle parce que lui n'a pas le temps. Et c'est vraiment très très compliqué. On se rend compte aussi avec les réseaux sociaux et tout. La maman, elle préfère regarder Novelas, les enfants étudient à côté, ou ils étudient, ou ils n'étudient pas. Ça ne la dérange pas. Et ça affecte beaucoup les enfants. Cette année, j'ai eu une fille, jusqu'au deuxième trimestre, son papa n'avait pas encore fini sa pension. Et quand j'ai convoqué le monsieur, il m'a envoyé le message. La dame, le cacao n'a pas encore séché, je n'ai pas encore fini la récolte, donc je n'ai pas le temps de venir à l'établissement pour le moment. Il ne vient même pas d'abord? Il ne vient même pas d'abord. Il envoie la nouvelle par sa fille. Mais tu te poses la question, vous êtes parents, pourquoi? Si l'enfant ne devient pas une grande femme comme nous le voulons demain, vous allez dire que c'est à cause de l'enseignant. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites? Vous ne faites rien. L'enfant n'a pas de fourniture. D'abord, en enseignement technique, il faut avoir les manuels didactiques pour pouvoir suivre le cours, pour pouvoir pratiquer. L'enfant n'a même pas tous ces manuels. Vous convoquez les parents, venez pour que nous trouvions une solution par rapport à vos enfants. Ils ne viennent pas. La personne à qui vous allez dire, bon, comme vous êtes venu, allez dire aux parents, voilà, il faut des ordinateurs aux enfants. Même quand il n'y a pas d'énergie, il faut acheter les plaques solaires, une petite plaque pour que l'enfant ait un petit ordinateur pour qu'il puisse travailler. On ne transmet même pas la nouvelle. Dès qu'on sort de la salle, quand tu rencontres le parent en route, il te dit, c'est pas ce qu'on est venu me dire. On m'a juste dit qu'il faut payer la pension, l'école va bientôt reprendre, les élèves, mon enfant n'étudie pas. Mais je vais voir. C'est comme ça qu'on vous répond. Mais franchement, les parents ne suivent pas. Vous ne pourrez pas être en train de regarder la télé quand l'enfant est en train d'étudier. Moi, j'ai proscrit ça chez moi. En tant que parent, j'ai proscrit ça chez moi. J'ai dit à mes sœurs, vous allez me taper. Mais vous allez vous arranger à ce que entre 17h30, 18h et 21h, parce que ma fille est déjà en classe de 3e et seconde. Donc, entre 18h et 21h, étayons la télé. Parce que la télé distrait l'enfant. À la limite, on peut encore regarder le journal. Parce qu'il faut que les enfants soient informés de la situation du pays, de ce qui se passe aussi en Europe et tout. Mais Novelas, l'émission qui passe tous ces jours. On va faire de la pub. Donc, et ainsi de suite. Donc, franchement, les parents ne suivent pas. Il y a vraiment, comme madame disait tout à l'heure,
il n'y a pas d'affinité. Il n'y a pas d'affinité entre les enfants et leurs parents. Moi, je me souviens à l'époque, ma maman, quand elle franchissait la porte, c'est toi-même qui battait, lui dit ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école. Hein. Parce que quand elle allait te poser la question, pourquoi tu as fait tes devoirs? Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu es encore sale? Jusqu'à l'heure, si tu es sale, la maison est sale et vous ne l'avez pas appris. Franchement, toi-même, tu te poses d'abord des questions et les parents ne font pas ça. Et on le constate vraiment. Alors, vous êtes d'accord que les parents aujourd'hui sont complètement déconcentrés et déconnectés, monsieur le psychologue de l'éducation? Oui, c'est le si permissif. Hein. C'est un laisser-aller. Soit le parent est permissif, soit il est autoritaire. Il est autoritaire. L'autorité, c'est on cherche de quoi manger. Parce que quand on regarde, on a la ville de Douala, on a à peu près 85% des activités informels. Les gens se débrouillent. Ils sortent à 4 heures. Les femmes qui peuvent aller au marché Sandaga, ils rentrent très tard. Donc l'éducation, l'éducation de l'enfant n'est pas la priorité. Au-delà de ceux qui se débrouillent, il y a des parents qui sont riches, qui sont complètement à l'abri du besoin, qui ne suivent pas leurs enfants. C'est quoi le prétexte de cela? Bon, je pense quand même que je ne suis pas, du moins ça c'est un avis, c'est une hypothèse. On sait quand même que quand un parent a atteint un certain niveau d'études, niveau supérieur, master, quand un parent il est cadre d'entreprise, il y a un suivi. Il a un suivi. Pas forcément. Bon, ce sont les hypothèses de travail. Parce que en fonction de ce que le parent est, il souhaite vraiment projeter ce fantasme-là à ses enfants. Quand le parent a réussi, il veut que ses enfants réussissent. Même ceux qui sont dans l'informel, il veut aussi que les enfants réussissent. Peut-être que la priorité, c'est d'abord l'économie. Mais au niveau, bon, elle a donné le cas d'un CAM dans ce département. Nous savons que quand on regarde les indicateurs, je prends l'exemple des APE. Quand on convoque les réunions des APE, sur un effectif de 3 000, 4 000 élèves, on a moins de 10%. Donc ça veut dire que le parent accorde moins d'intérêt à l'éducation des enfants. Bon, ça c'est la tendance. Les réunions, on a à peu près 5%, 10%, surtout dans les lycées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le parent puisse s'intéresser à l'avenir? On n'en est pas là, monsieur Kona, je vous pose quand même la question. Oui. Est-ce que, en 2 minutes, vraiment en 2 minutes, le temps qui nous est imparti à toucher à sa fin, est-ce que les écoles aujourd'hui ont des objectifs précis de réussite? Les écoles qu'on crée partout là, est-ce que les gens créent vraiment des écoles parce qu'ils veulent former, ils veulent que les enfants réussissent, ou bien ils créent des écoles juste parce que, bon, j'ai un peu d'argent, je veux le multiplier? Oui, c'est à certaines écoles qui ont, bon, surtout les écoles catholiques, quand on regarde le classement de l'OBC, ou bien au l'ADEC, on voit quand même certains établissements privés sont toujours au niveau, au top du palmarès. Ça veut dire que les promoteurs de ces établissements, ils ont des objectifs élevés. A contrario, on voit dans certains établissements privés qui n'ont pas d'objectif. Et au niveau, comment est-ce que les établissements travaillent à quelques mots? Les établissements ont le chronogramme d'activité. Première séquence, il faut faire les cours. Mais rarement, on voit les objectifs. On voit rarement les établissements qui fixent des objectifs quantitatifs et qualitatifs aux enseignants. Ce qui fait que l'enseignant arrive en salle, il fait le cours, mais même dans le compte rendu, dans les assemblées, on ne va pas demander à un enseignant quel est le pourcentage de réussite que tu as réussi à atteindre. On ne dirait pas aux enseignants qu'au niveau de l'apport par les compétences, est-ce que les enfants savent faire quoi exactement? Parce que les compétences de vie. Parce que récemment, à un colloque auquel j'ai pris part à Madagascar, on a bien dit qu'arrêtons de donner les notes aux enfants. On doit mettre l'accent sur les compétences. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est les compétences. Et les entreprises sont regardantes sur les compétences. Pourquoi le GICAM, par exemple, continue à dire qu'il y a une adéquation formation-emploi. Donc arrêtons avec les notes qui ne traduisent plus grand-chose. Mais on doit plutôt mettre l'accent sur les compétences de vie. Les compétences sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan culturel. Ce sont ces compétences-là qui doivent permettre à l'enfant d'être plus opérationnel par rapport à nos étudiants d'aujourd'hui et demain. Et ces compétences doivent commencer à la maternelle, au primaire, au secondaire, parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a la transition entre le primaire et le secondaire.
quand il est secondaire, la transition entre le CM2 et la 6e. Et cette transition va se poursuivre avec les compétences jusqu'au BPC. Donc, il y a une certaine continuité de la maternelle jusqu'à l'université. C'est pour ça que les problèmes que ma collègue a mentionnés, les enfants qui ne savent pas ni lire ni écrire, ces problèmes ont été mentionnés dans les différents rapports. C'est-à-dire les enfants viennent en 6e, ils ont les problèmes d'écriture, les problèmes de calcul, les problèmes de compréhension. Et notre système éducatif au secondaire, nous sommes au secondaire, on doit préparer ces enfants-là à amorcer cela. Très bien, monsieur Kola, s'il vous plaît. Je veux dire que c'est un peu comme une petite synthèse. Les statistiques... Attendez, monsieur Kola, oui. s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. On est arrivé à la fin. Oui. Vous avez tellement déroulé qu'on a oublié même la réponse à la question que je vous ai posée. Ce qu'on va faire, vous savez, on a d'autres plateaux consacrés. Oui. Vous aurez le temps de détendre pleinement votre expertise. Je ferai en sorte, d'ailleurs, vous êtes habitués à ce plateau-là. Oui. Je suis à la fin. Je vais conclure avec vous tous, avec l'enseignante d'abord. La rentrée, c'est dans un mois. Je voudrais que vous parliez un peu à vos élèves. Que vous parliez non seulement à vos élèves de là où vous travaillez, mais aux élèves de façon générale en tant que des enseignants, en tant qu'enseignante. Tout à fait. En 2 mots, vraiment. Ok, merci. Bon, je vous remercie vraiment pour cette question, du moins pour que je donne ce point de vue, parce que hier je causais avec une de mes élèves et je lui disais, comme je dis aux autres, vous êtes à 1 mois de la rentrée, que tu sois en classe d'examen, que tu sois en classe intermédiaire, c'est le moment de reprendre avec les cahiers, les cours. Tu pars en classe supérieure, il faut déjà prendre les cours de tes aînés pour voir ce que tu vas faire l'année prochaine. Si tu reprends la classe, recommence à lire tes cours, à faire les exercices pour que l'année prochaine soit meilleure. On dit qui veut aller loin doit mener sa monture. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire aux enfants et bonne rentrée. Il faut aussi leur dire que TikTok, Facebook et autres servent à autre chose qu'à faire des vidéos. Voilà. On peut lire au travers des réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement pour venir danser et faire des choses. Voilà. Vous avez parlé aux parents. Oui. J'ai besoin que vous parliez aux parents, que vous leur disiez. Voilà, merci beaucoup. Je viens de parler aux parents. Je voudrais que les parents collaborent étroitement avec les chefs d'établissement. Vraiment, je travaille aussi avec les écoles beaucoup. Et on remarque que beaucoup de parents ne collaborent pas avec les chefs d'établissement. Il faut aussi que les parents comprennent que qu'ils soient instruits ou pas, ils peuvent aider leurs enfants. Il y a une maman, par exemple, qui n'était pas instruite. Elle a réussi à avoir des intellectuels parce qu'elle était assidue. Elle appelait les enfants, elle leur disait réciter le résumé. Elle ne comprenait rien, elle ne pouvait pas lire. Mais quand l'enfant commençait à bégayer, elle disait que va bien me réciter le résumé. Donc, psychologiquement, les enfants savaient déjà qu'avec leur mère, ils ne doivent pas s'amuser. Chacun était correct. Et elle était très regardante sur les résultats. Donc, qu'on soit instruit ou pas, on peut le faire. Maintenant, des parents qui sont des vendeurs, qui n'attendent pas avoir 50 000 ou 100 000 ou 1 million le mois pour rentrer à la maison. Rentrez à la maison, apprenez à connaître vos enfants. Ceux qui ont des adolescents, nous savons que les adolescents sont difficiles. Nous, les parents, nos enfants à la maison, parfois, ils pensent qu'on les déteste. Pour les parents qui s'occupent de leurs enfants, ils trouvent que les parents en font trop, ils leur demandent trop. Mais quand l'enfant réussit à son examen, il est content. Il est le plus content. Voilà. Nombreux sont ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui parce que leurs parents étaient derrière eux. Donc, n'hésitons pas à connaître nos enfants, à être derrière eux pendant la rentrée, mais à aller aussi auprès des établissements. Parce que je dis toujours aux parents, l'enfant calme qu'on voit à la maison peut être le boy de l'école. Monsieur Kona, en 1 seconde. Vraiment en 1 seconde. Un mot de fin, en 1 seconde. Bon, c'est la pré-rentrée, les enfants doivent se préparer parce que la mémoire est un muscle. Il faut commencer à lire. Pour ceux qui ont les moyens, il y a des cours de vacances, même si le ministère a interdit cela.
Pour les enseignants, il faut aussi commencer à préparer ces cours en tenant compte des nouveaux programmes. Pour les chefs d'établissement, vous devez concilier les outils quantitatifs et qualitatifs, faire ce qu'on appelle l'évaluation, faire un état de lieu de ce qui s'est passé au cours de l'année antérieure et se fixer de nouveaux objectifs. Au niveau de l'État, ne ménager aucun effort pour faire de l'enseignant celui qui est le partenaire idéal, parce que les enseignants se plaignent, ils continuent à se plaindre. Il ne faudrait pas que les enseignants commencent l'année scolaire avec la grève. Ménagez, mettez tous les moyens nécessaires pour que les enseignants se sentent bien. Pourquoi pas, je l'ai dit, nous avons le conseil régional qui s'occupe des enseignements secondaires. Nous avons le ministère de l'éducation de base qui s'occupe du primaire, mais on voit rarement les résultats. C'est le ministère de l'éducation de base. Je veux dire les mairies, les différents mairies qui s'occupent. Mais ceux qui sont dans les différents conseils d'établissement, on voit rarement les résultats. Donc, pour que la radio se passe bien, chaque partenaire doit jouer son rôle. Son rôle, merci monsieur. Son rôle, pour que les enseignants ne se plaignent plus. Merci, les monsieur. Enseignants se plaignent énormément. Merci monsieur Kola. Ce n'est pas bien. Alors, j'ai envie de dire ce soir que l'échec, ce n'est pas la fin. Tous ces enfants qui n'ont pas pu avoir leurs examens cette année, personne ne réussit réellement sans avoir échoué. C'est la somme des échecs qui fait de nous des hommes forts qui réussissent. Alors, si vous n'avez pas réussi cette année, mettez-vous au travail. Quand on a étudié, on réussit. Tout à fait. Quand on a travaillé, on réussit. Ce n'est pas le jonglage. Alors, les réseaux sociaux, c'est bien quand on les utilise efficacement. Dans Facebook, TikTok et autres, vous pouvez apprendre. Restez concentrés les enfants. C'est le travail qui paye. Mesdames et messieurs, merci d'être revenus aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces deux plateaux avec moi. C'était mon plaisir. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec la même équipe et avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. Au revoir.